Fantastique. Félix, le voilà. J'avais un souci avec le son, mais ça va maintenant. Trop cool. Salut! Bonjour. Bonjour. On pourrait commencer. Je sais pas ce que vous en dites. Est-ce Mais que en vous... fait, c'est vrai que tu es Canadien, mais pourquoi tu parles français en fait? Ben, je suis un Canadien français, québécois. Ah, cool, Canadien, trop cool. Trop cool. Oui, je viens du Québec. Donc, on est principalement francophone au Québec. Et ben voilà. Trop bien, cool. On a des belles surprises comme ça des fois, hein? Oui, tout à fait. Souvent, parce que c'est difficile aussi de parler dans notre langue anglais. Parce que souvent, quand même, le vocabulaire, c'est vraiment beaucoup sur le contexte, souvent. Mais trop cool. OK. Donc, on va commencer. Si vous avez des questions, il n'y a vraiment pas de problème. Posez-la en plein milieu de la présentation. Rapidement, votre expérience à propos de la gouvernance, ça ressemble à quoi un petit peu? Bon, je peux commencer. Oui, Moi, mon expérience par rapport à la gouvernance semblait trop, trop confus. Disons, qu'est-ce que je connais de la gouvernance a commencé à partir du moment où on a commencé à parler du CIP 1694. Euh, je lis, je lis les actions de gouvernance, je lis les participants donc à la gouvernance et tout ça. Mais concrètement, je n'ai pas encore compris comment cela sera appliqué, quoi. OK. Donc, je connais les concepts, mais dans les fonds, je ne comprends pas. Et par exemple, je ne comprends pas quand est-ce que les autres organisations vont pouvoir vraiment participer à la gouvernance. Donc, OK. c'est un peu ça. Super, super. OK, bon, ben super, je vais expliquer tout ça. Alors, on va mettre ça là, comme ça, et on va partager. Voilà. Donc, si vous la voyez bien, je vais zoomer tout ça. Et voilà, parfait, parfait, parfait. Donc, commençons. Dans la gouvernance, il y a, il y a trois, trois entités principales. Le comité constitutionnel, les Delegated Representatives, les DREP, et les SPO, les State Pool Operators, que vous connaissez tous. Donc, c'est les trois entités qui vont pouvoir voter. Oh, attendez un petit peu. J'ai quelqu'un d'autre qui veut venir. Voilà. Bonjour. Euh, donc voilà, c'est ça. Et la façon que ça fonctionne, le système de vote est un peu complexe. Donc je vais commencer par les décrire chacune de ces entités-là et la manière dont ils ont à voter, chacune d'entre elles. Puis en même temps, ben, je fais un survol des paramètres du protocole. Donc c'est important, si vous avez des questions, gênez-vous pas, posez-les en plein milieu de la présentation. Je vais commencer avec les DREP. Donc, le threshold des DREP, le seuil, comment est-ce qu'il est calculé? Donc, simplement, dans l'exemple que je donne ici, je vais le zoomer davantage, comme ça. Dans cet exemple que je donne ici, on remarque que la totalité de ce qui est calculé, de ce qui représente 100% des active voting stake, excusez les anglicismes, ça se trouve à être les D-Rep qui se sont enregistrés en chaîne. Donc, dans cet exemple-là, j'y vais vraiment de façon extrême. On voit que le montant total de ADA en circulation est de 35 milliards ici. Mais dans le scénario présent, il y a seulement 5 DREP qui se sont enregistrés. Donc, on a le DREP automatique, je vais l'appeler comme ça, le DREP automatique No Confidence, qui lui est un DREP qui est inclus automatiquement
dans les mécanismes de gouvernance. C'est pas une personne, c'est vraiment juste un DREP qu'on peut déléguer nos ADA si on veut activement voter non sur absolument tout ou voter oui sur l'action de motion de non-confiance. Je vais expliquer ça un petit peu plus tard si vous ne le savez pas déjà c'est quoi. Donc, encore là, dans cet exemple-là, on a seulement 5 DREP et chacun de ces DREP-là possède 10 000 ADA. Donc, chacun d'entre eux représente 20% du voting power total dans le système de gouvernance. C'est très extrême, on parle de 50 000 ADA, mais je l'ai mis extrême pour que vous puissiez comprendre que ce qui représente 100% des votes qui vont être calculés, sur lequel le threshold va être calculé, représente seulement les DREP actifs enregistrés. Donc, du côté qui n'est pas calculé, on peut voir tous les votes qui vont être abstain. Donc, ceux qui vont voter activement abstain ne seront pas considérés dans les calculs pour le threshold. Les DREP qui sont inactifs, que je vais expliquer plus tard, et le DREP automatisé qu'on peut déléguer en tant que détenteur d'ADA, qu'on peut déléguer au DREP automatisé. Ça veut dire que votre voting power ne sera pas considéré dans le système, le mécanisme de gouvernance. Est-ce que cette partie-là est claire ou vous voulez que je précise? C'est bon? Excellent. Là, on va passer à une étape qui est peut-être un petit peu plus complexe. Dites-moi là si vous ne le voyez pas. L'inactivité. L'inactivité, les votes abstain ou s'abstenir de voter. Donc, grosse différence majeure entre un vote abstain et s'abstenir de voter. Donc, quand vous votez abstain, votre vote sort de la calculation. Donc, tout le voting power que vous avez est complètement détaché de la calculation pour le seuil de vote. OK? Donc, si on a un seuil ici, un threshold de 70%, donc ça prend 70% de tous les DREP actifs doivent voter oui pour pouvoir réussir à franchir le threshold et réussir à faire passer une action de gouvernance. Dans le cas présent, ce petit monsieur-là, qui n'a pas encore voté, décide d'aller du côté abstain, décide de voter activement abstain, donc son 20% et son 10 000 ADA qu'il a de délégué à lui ne sera pas considéré. Donc, on remarque ici qu'est-ce qui se produit quand ça arrive. Donc, son 10 000 ADA et son 20% sort du calcul. Donc, il ne reste que 4 DREP. Et son pourcentage de 20% est redistribué à tous les DREP actifs restant dans la calculation qu'on a ici. Donc, dans l'exemple présent, ce petit monsieur-là s'en va côté abstain. Automatiquement, ils ont tous 25%, il en reste 4. Ils ont tous 25% de la calculation totale. Et si 3 d'entre eux votaient yes, ça veut dire qu'on a 75% ici de la totalité du vote. Donc, l'action de gouvernance va passer. Donc, ma question, petite question rapide. Quelle est la différence entre... Oui, Boaz? Oui, bonjour. Je ne comprends pas ici les pourcentages, comment vous les répartissez. C'est un petit peu comme un stake pool, dans le sens que ça va dépendre du montant, c'est stake weight. Ça va dépendre du montant que vous avez délégué à vous. Dans le cas présent, je leur ai tous donné un montant
égales pour pouvoir mieux comprendre la façon que ce mécanisme-là fonctionne. Mais dans la réalité, ils vont tous avoir des montants différents délégués à eux, les DREP. Dans l'exemple présent, je voulais juste expliquer ce qui se produisait en réalité quand quelqu'un votait abstain ou quand il devenait inactif. C'est pour ça que les pourcentages sont très égaux comme ça, là, mais en réalité, ça va être beaucoup plus disparate. Ce que je voulais expliquer en gros, c'est que lorsque vous allez du côté abstain, ce qui est très important de considérer, c'est que vous aidez autant les votes oui que les votes non quand vous faites ça. Donc, ce que ça veut dire, c'est quand vous allez voter en tant que DREP, si vous votez abstain sur une action de gouvernance, vous ne voulez pas vous impliquer, mais vous avez aucun problème avec le résultat qui va s'en suivre. Donc, que ce soit oui qui gagne ou non qui gagne, vous avez voté abstention. Le résultat n'importe peu pour vous. Donc, dans le cas présent, lorsque lui s'en va du côté abstain, son 20%, j'y vais comme ça, est redistribué autant au oui qu'au non. Donc, dans le cas présent, c'est 75%. Puis ma question serait, ben, à quoi ça rime d'aller du côté abstain si... à quoi ça rime de voter oui si d'aller abstain, l'action de gouvernance passe quand même? Est-ce que vous êtes capable de me dire la différence entre un vote abstain dans le cas présent et un vote oui? Il y a une différence. Quand vous allez du côté abstain, étant donné que vous aidez autant les oui que les non, votre influence est répartie de manière égale des deux côtés. Donc, dans le cas présent, on a 75% du côté oui et 25% du côté non, à cause de ce geste. Mais si cette personne-là avait voté oui à la place, ici, s'il avait voté oui, le côté du oui aurait eu 80% et non pas 75%. Donc, elle est là la différence. Dans le cas présent, ça passe, mais à plus grande échelle, sur le mainnet, avec beaucoup plus de DREP et une meilleure répartition, j'imagine, du voting power, ça va être différent, évidemment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Ouais? C'est OK pour moi. OK. N'hésitez pas s'il y a de quoi ou si j'explique pas bien. C'est la première fois que je le fais en français. C'est un peu étrange. OK. Le paramètre DREP Voting Threshold. OK? Qu'est-ce qu'un threshold? Ça, vous le savez sûrement déjà. Un threshold, c'est un seuil que vous devez franchir. C'est un seuil de vote oui qui doit être franchi pour réussir à faire passer une action de gouvernance. OK? Donc, en réalité, par exemple, si le seuil ou le threshold d'une action de gouvernance en particulier, comme dans l'exemple ici, mettons, on va dire Update to Constitution, vous voulez mettre à jour la Constitution, et le seuil à franchir pour ça est de, on va dire, 80%. Alors, vous devez avoir 80% de la totalité des DREP actifs qui doivent voter oui pour réussir à faire passer une action de gouvernance de ce type. Update to Constitution. Donc, le paramètre DREP Voting Threshold, c'est le paramètre qui va décider, les paramètres qui vont décider du threshold, du seuil de chacune de ces actions-là. Là, on peut remarquer que les actions de gouvernance ne sont pas toutes présentes. Vous voyez que dans tous ceux-là, il en manque une. Et c'est l'action info. L'action info n'est pas là. Et la raison pour laquelle l'action info n'est pas là, c'est parce que l'action info a un threshold de 100%.
Donc, elle ne peut pas être ratifiée. Et la raison pour laquelle elle ne peut pas être ratifiée, c'est parce qu'elle ne doit pas être ratifiée. L'action info, le but de l'action info est c'est de faire des sondages principalement. Donc, je veux, mettons exemple, dire est-ce qu'on devrait mettre des ananas sur une pizza? Et là, les gens votent oui, non, mais tu ne veux pas que l'action se fasse ratifier parce que ce que tu veux, c'est quantifier le nombre de votes de chaque côté puisque c'est un sondage. Donc, cette action-là n'est pas conçue pour être ratifiée, donc elle n'a pas de seuil en dessous de 100%. Donc, elle va rester en chaîne pendant toute la durée de sa vie et ensuite expirer et se faire enlever. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis là. Parce qu'elle n'a pas de threshold modifiable. Mais toutes les autres en ont une. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Update to Constitution, qui est l'action pour mettre à jour la Constitution. Le Hard Fork Initiation, qui est qui se trouve à être la valeur du threshold, qui va déterminer l'initiation d'un hard fork. Donc, moi, je suis un stake pool operator. Si je prends une mise à jour de mon node et qu'on veut initier un hard fork, alors c'est le threshold qui va devoir être franchi. Et c'est important de mentionner, très important, je le répète beaucoup, que lorsque moi, en tant que DREP ou Stake Pool Operator, je vote oui pour un hard fork, c'est parce que je suis confiant que la chaîne est prête à recevoir un hard fork. Donc, si, en théorie, j'ai pas minimum 70%, 75% de la totalité des Stake Pool Operators qui ont pris la mise à jour avant le hard fork, ben, je ne voterai pas oui sur cette action-là. Donc, c'est vraiment au moment où vous êtes confiant en tant que DREP ou SPO que la chaîne est prête à recevoir l'initiation d'un hard fork, d'une mise à jour majeure. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, Paul. Effectivement, pour les hard forks, et la fois passée lors du Vassia hard fork, on disait qu'il fallait attendre 75% des stake pools, donc qu'ils aient pris la nouvelle mise à jour en fait que les hard forks puissent avoir lieu. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que ça, on restera toujours à 75% ou on va modifier ou comment est-ce que ça va se passer? Le threshold n'est pas à 75% en réalité. C'est vraiment juste arbitrairement, j'ai sorti des chiffres comme ça. Je crois pour les stake pool operators, le threshold est de 51%. Et pour les DREP, je ne veux pas vous donner des mauvaises informations, je crois que c'est 67%. Donc, encore là, ce que j'essaie de dire, c'est que moi, en tant que stake pool operator, je peux prendre la mise à jour du node, mais lorsque je vais être prêt pour le hard fork, ce ne sera pas au même moment. Si je prends la mise à jour et que je vois que seulement 25% des stake pool operators ont pris la mise à jour, ben on n'est clairement pas prêt à initier un hard fork. Donc, je vais attendre. Je ne voterai pas oui sur l'action de gouvernance tout de suite. C'est pour ça que, personnellement, d'avoir un threshold élevé ne vaut pas vraiment la peine tant que ça, puisque les 3 entités peuvent voter sur un hard fork initiation. Donc, pour qu'il soit ratifié, vous devez passer le threshold des SPO, également le threshold des DREP et le threshold du comité constitutionnel. Si un seul de ces 3-là n'a pas franchi son threshold, l'action hard fork ne sera pas ratifiée. Elle va rester en chaîne tant et aussi longtemps que ces 3 thresholds-là ne seront pas franchis. Donc, je crois que c'est très sécuritaire là, à ce niveau-là. Est-ce que ça répond un petit peu peut-être à la question? En réalité, les DREP Voting Threshold sont modifiables. Ce sont tous des paramètres modifiables. Si vous voulez changer le threshold, vous pouvez créer une action. C'est un
paramètres du protocole, bien sûr, parce que tout ce que je vais montrer aujourd'hui sont des paramètres du protocole. Donc, vous soumettez une action pour changer, il est d'ailleurs écrit ici. C'est un paramètre du protocole du groupe gouvernance. Et vous soumettez une action pour modifier un des thresholds, par exemple celui du hard fork. Vous le trouvez trop haut, par exemple. Vous voulez le descendre, vous créez une action de gouvernance, protocole parameter change, et ensuite les gens votent dessus, et si ça fonctionne et c'est ratifié, alors vous pouvez effectivement descendre ou modifier ce threshold ou les thresholds que vous voulez de chacune des actions. Donc voilà, on a aussi les retraits de la trésorerie. Ça, il va en avoir plusieurs, j'en suis convaincu. Et là, ici, ceux-là, je les ai joints parce qu'on a deux thresholds différents pour la même action. L'action dont je parle, c'est l'action qui s'appelle Update Committee. Donc, en réalité, on a deux états pour le comité. On a un état normal, là où tout va bien, tout est beau, et je veux élire quelqu'un ou je veux élire une organisation, parce que ça peut être aussi des organisations à multisignature. Je veux élire une organisation dans le comité constitutionnel. Et tout va bien, il n'y a pas de chicane, on n'est pas en état de non-confiance à cause, je vais l'expliquer plus tard, mais tout est beau, la gouvernance fonctionne, je veux élire quelqu'un, donc j'utiliserai une action de gouvernance Update Committee et le threshold que je devrais franchir en tant que DREP sera le threshold de comité normal. On a un autre threshold ici qui est comité no confidence. Et le scénario dans lequel je devrais franchir ce threshold-là à la place de celui-ci est si jamais j'ai plus confiance en le comité. Le comité au grand complet, bon, ils ont fait des mauvaises choses, des mauvaises décisions. Ils ont voté oui sur des actions de gouvernance qui n'étaient pas constitutionnelles ou peu importe la raison. Et la communauté a réussi à faire ratifier une motion de non-confiance. Ça peut arriver. Le comité constitutionnel ne peut pas voter sur celui-ci, d'ailleurs. Donc, si les SPO et les DREP font ratifier une motion de non-confiance, alors le système de gouvernance va tomber en état de non-confiance. Donc, la seule chose qu'on va être en mesure de faire si ça arrive, c'est de créer une action pour mettre à jour le comité, le remplacer. Et si ça arrive, ben, le threshold que je devrais franchir avec la même action sera le threshold du comité No Confidence. Donc, on a deux thresholds différents pour la même action, dépendant de l'état de la gouvernance. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. All right. Les paramètres du protocole sont séparés en 4 groupes. Le groupe économique, le groupe de gouvernance, comme tous ceux dans ce graphique-là, font tous partie du groupe de gouvernance. Le groupe de réseau, le network group, et le technical group. Je ne vais pas tous les lire, mais je donne quelques exemples dans ceux-là. Si vous voulez avoir les paramètres du protocole précis, ils sont dans le CIP 1694, le 1694. Je ne le dis pas souvent en français. Je suis tellement habitué. Donc, si vous voulez les voir, ils sont tous écrits là. Je ne les ai pas précisés là-dedans parce que j'essaie le maximum de vulgariser. Puis je vais vous avouer que j'avais quand même beaucoup de texte là, pour quelque chose qui à la base est supposé être une vulgarisation de la chose au complet. Mais j'ai écrit un petit descriptif pour chacun d'entre eux et un petit rappel. Il y a 4 groupes différents et toute cette infographie-là que je montre englobe seulement la totalité des actions de gouvernance du groupe gouvernance, les paramètres du protocole. Mais il y en a plusieurs autres, bien sûr. Du
Côté économique, on a Treasury Expansion, Monetary Expansion, que je vais, lorsque j'aurai le temps, créer probablement d'autres graphiques pour les expliquer. Mais là, pour l'instant, on y va avec ça. Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie-là? Non, tout est beau. OK. On va tomber au Stake Pool Operator. Le système de vote fonctionne de la même manière pour toutes les 3 entités de gouvernance. C'est la même méthode. Un oui vaut un oui, un non vaut un non. Lorsque vous votez abstain ou abstention, vous sortez de la calculation. Mais ce qui va différer avec les stake pool operators, c'est que le voting power de ceux-ci va être le montant stacké à leur pool. Donc, le montant actif stacké à leur pool. Et ce qui représente 100% de la totalité du voting power des stake pool operators est la totalité du ADA stacké dans tous les stake pools de notre écosystème. Donc, dans l'exemple que j'ai montré ici, c'est un snapshot qui a été pris le 18 mars 2024 où on peut voir qu'il y a 21 milliards de ADA qui est délégué à des stake pools. Et parmi, c'est ça. Donc, je crois que si on les additionne, ça doit donner autour de 34 milliards. Je n'ai pas le chiffre exact. Mais bref. Et dans ce graphique-là, on a 13 milliards qui est mis en jeu, qui est stacké à des pools qui sont retirés, à des pools en retraite. Et aussi, ça englobe ceux qui ne sont pas stackés du tout. Donc, sur un exchange, par exemple, ou dans un portefeuille qui n'est pas stacké, qui n'a pas de stake adresse d'enregistrer. Donc, dans ce snapshot-là, on a 38% du ADA en circulation qui ne rentre pas dans la calculation des actifs voting stake. Donc, que je mentionne ici, 100% de la calculation, c'est la totalité du ADA stacké au stake pool. Et le threshold, la calculation du seuil à franchir, sera fait à partir de ce montant-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je crois que oui. Ouais, cool. N'hésitez pas, hein, pour vrai, si vous avez des questions, il n'y a pas de questions stupides. Je vais jamais, j'ai absolument aucun ego. Zéro du tout. Donc, je vais jamais me moquer de vous. Inquiétez-vous pas là-dessus. C'est pas, pas dans ma personnalité. Je vais me moquer de moi-même. Je vais faire ça, je vais le faire souvent. Mais abstention, le même principe, exactement le même principe. Sauf qu'on n'a pas de, malheureusement, du côté des stake pool operators, on pousse pour que ça arrive, mais on n'a pas de abstain automatique. Donc, pour sortir de la calculation, pour les stake pools qui ne veulent pas participer, ils devront activement quand même voter abstain pour sortir de la calculation. Sinon, leur vote va être vu comme un non passif. Leur vote va être calculé comme un non s'ils ne font rien. Et il n'y a pas de métrique non plus pour l'inactivité, outre qu'un stake pool qui se retire. Mais un stake pool qui est profitable peut demeurer inactif pour toujours sans que ça l'aille, sans que ça le mette du côté abstain, comme les DREP. Donc, à considérer. Donc, c'est ça. Dans l'exemple qu'on a là, j'ai un exchange qui possède plusieurs pools qui décide de ne pas participer à la gouvernance pour des raisons, peu importe, régulation et compagnie, on va dire. Et il décide d'aller du côté abstain. Donc, on voit ici que l'influence de ceux qui demeurent du côté actif est augmentée, malgré le fait que le threshold reste inchangé ici. Pour les deux bords, on a 50%, 51%, sauf qu'on voit que, étant donné que ici, du côté abstain, les 6% du supply a été de ce côté-là, donc on a
une plus grande facilité à atteindre le seuil. Est-ce que ça va pour les stake pools? Ouais. All right. Oh oui. J'avais une préoccupation par rapport à la partie dont vous venez de parler. Il arrive, bon, généralement, comment on dit, oh là là, les exchanges, et parfois, ils ont une très grande partie des EDA qui sont chez eux. Est-ce que ça ne va pas leur donner un peu plus de pouvoir? Parce que je me rappelle les cas du fonds antérieur, les fonds 10 par exemple, là où, pour la Catalyst, là où on a vu des gens qui avaient des pouvoirs en termes de quantité et d'influencer complètement la situation. Est-ce que dans les cas ici, est-ce que ça ne risque pas d'influencer la situation également? Oui, oui, bien sûr, mais je m'inquiéterais pas trop sur le sujet, puis pour une raison qui est quand même assez simple, je vais vous le montrer ici. Là, on a la répartition des stakes dans la totalité des stake pools dans notre écosystème. Et comme vous pouvez le voir, les stake pools simples, single, ont 26,31% de la totalité du ADA en circulation. Les plus grandes entités qui, un petit peu comme tu dis, pourraient influencer grandement l'écosystème également sont Binance et Avengers. Dans le cas des autres, je m'inquiéterais plus ou moins. On voit qu'ils sont vraiment à 2%, 1%. Donc voilà. Mais les single stake pool operators ont vraiment le gros morceau, là. Mais en fait, théoriquement, dans ce cas, parce que le nombre de SPOs total, c'est juste le numéro qui est disponible. Oui. Donc, dans notre côté, c'est absolument important de mettre sur le plus ils s'engagent de la gouvernance, par exemple. Parce que sinon, par exemple, ça c'est un bon exemple. Dans cette règle-là, c'est plus difficile de coordonner effectivement 26 personnes où c'est OK, c'est une tonne de stake pour opérer différents. Et maintenant, on regarde Binance, c'est top-down, c'est une entreprise qui peut agir effectif et rapide. Et peut-être ça, c'est un risque. Moi, je vois ce risque un peu tout à Oui, fait. oui, oui. Non, définitivement. Oui. Non, je suis d'accord, il y a un risque. Mais pour le stake weight, en fonction du stake weight, c'est légèrement moindre, mais c'est quand même présent, c'est sûr et certain. Sauf que, à mon avis, ça paraît pas vraiment très bien au niveau des régulateurs. Quand qu'un exchange décide de se mêler un peu de la décentralisation du protocole, est-ce qu'ils peuvent? Oui, ils peuvent. C'est pour ça que, si on regarde ici, les stake pool operators ne peuvent pas voter sur autant de choses que les DREP. Donc, on remarque ici, les DREP peuvent voter sur absolument tout. Toutes les actions de gouvernance, les DREP peuvent voter sur eux. Mais les stake pool operators sont beaucoup plus restreints. Comme vous pouvez voir, ils n'ont que ça. Et parmi ces choix, il n'y a pas l'action de gouvernance retrait de la trésorerie. Ils ne peuvent pas voter sur le retrait de la trésorerie. Sauf dans le cas qu'ils ont place leur propre DREP. Ça, c'est une autre option aussi. Oui, oui. Une entreprise comme ça. Et un truc qui est actuellement fascinant, et je compare ça beaucoup sur ma recherche en ce moment avec Polkadot, de dire, dans tous les cas, le système opératif de gouvernance, le risque plus grand qu'ils sont lents. Ils sont réactifs. Souvent, un système de gouvernance, ils n'agissent pas proactifs. Ils ont besoin de réagir sur ce qui se passe. Et dans cette regard-là, ils sont lents. Et comme Polkadot, il a très fait, c'est vraiment intéressant. Ils ont généré un référendum killer. Donc, tu peux, s'il y a une proposition malicieuse et on voit un engagement bizarre en tout, c'est possible de soumettre une
qui est là un tueur de propositions qui va agir plus vite que la proposition de départ qui est malicieuse, par exemple, dans cette règle-là, et qui permet d'arrêter une proposition si tu le vois, le système opératif il n'est pas assez vite pour s'attraper. OK. Ça, c'est dans Polkadot. Exact? Oui, c'est ça. OK. Pour Cardano, dans le cas de Cardano, il n'y a aucune des trois entités qui peuvent faire passer des actions de gouvernance par elles-mêmes. Donc, chacune des actions de gouvernance aura besoin d'un minimum de 2 entités qui doivent franchir leur threshold. Donc, dans le cas présent, admettons que cela arrive, il y aura le comité constitutionnel pour déterminer de la constitutionnalité de ce geste. Donc, si c'est un geste qui est vu comme malicieux ou de mauvaise intention, il y aura des règles à ce propos. À l'intérieur, ben, je peux vous confirmer qu'il y en a, sans vous dire lesquelles, parce que la constitution par intérim n'est pas encore sortie officiellement. Mais il y aura des règles euh, pour absolument tous les actions de gouvernance, quelque chose qu'ils appellent les guardrails, les guardrails, comme les garde-fous, on va dire ça comme ça. Mais donc, il y aura des limites. Et si on essaie ou si on tente de franchir ces limites et que, oui, bah, ce sera pas long. Je vais venir à toi tout de suite après. Si on franchit ces limites-là, qui ne sont pas permises, on peut décemment, on peut logiquement proposer une action de gouvernance qui va franchir les limites prescrites dans la Constitution, mais si j'essaie de faire ça, ça va être vu comme inconstitutionnel. Donc, le comité constitutionnel va voter contre mon action de gouvernance et elle ne passera jamais. Donc, c'est un petit peu comme une forme de seconde barrière de défense contre ce genre d'action-là qui pourrait se produire. Oh, oh, tu quittes malheureusement. Est-ce que tu avais une question? Je vais juste vérifier rapidement. Qui est d'intervenir dans le protocole comme SPO et des reps à la fois. La réponse c'est oui. Il n'y a absolument rien qui empêche un stake pool operator d'être également un DREP, mais il ne peut pas se servir du montant délégué à son stake pool comme voting power. Donc, en tant que SPO, je peux être un DREP, mais je peux déléguer à moi-même seulement que l'argent que je possède. Donc, c'est indépendant de mon stake pool. Et je devrais convaincre les délégants de déléguer à mon DREP à mon DREP que j'aurais nouvellement créé parce que c'est 2 entités différentes. Les stake pool operators se font déléguer dans un but monétaire, dans un but de production de blocs et de répartition de la reward. Mais dans le cas d'un DREP, c'est plus au niveau de la gouvernance et du fonctionnement de notre blockchain, de comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc, un stake pool qui voudra devenir DREP devra tenter de convaincre des gens de leur déléguer leur ADA et pourra s'auto-déléguer seulement l'ADA qu'il possède dans ses propres portefeuilles. Je quitte malheureusement. Oui. Ok, donc j'espère que ça répond à la question de Boaz. Oui, merci beaucoup, ça va. C'est tout ce que je cherchais. Bonne suite de la réunion. Je serai peut-être dans une prochaine session. Malheureusement, celle-ci n'est pas enregistrée. Oui, 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 elle est enregistrée. Ah, ok. Merci beaucoup. C'est que je vais suivre l'enregistrement. Oui, je vais la rendre disponible dès que possible, une fois terminée. Merci. Bonne journée! Donc oui, un SPO peut décider de devenir DREP, mais encore là, c'est beaucoup de politique. C'est beaucoup, beaucoup de politique. Moi, par exemple, je suis un stake pool operator. Je suis le stake pool operator du pool Able. Et Félix, bon, je crois que tu es affilié à Swarm, de ce que je vois. Mais si Félix, tu veux devenir un DREP, tu peux. Et la beauté de la chose, c'est que tu peux te représenter toi-même sans vouloir de délégant. Donc, tu seras un DREP privé. On peut avoir des DREP privés. Donc, tu ne t'annonces pas, tu ne partages pas ton DREP ID
qui est l'équivalent d'un stake pool ID. Tu décides de ne pas le partager et tu crées aucun encre pour ton DREP. Donc, tu peux voter de manière privée avec ta propre argent si tu veux te représenter toi-même, ou si tu veux être public, tu peux l'être aussi, mais ça ne veut pas forcément dire que les délégants vont accepter de déléguer à un stake pool operator, à moins qu'il soit vraiment de confiance et qu'on voit qu'il est tout plein d'altruisme et qu'il veut le meilleur de la blockchain. Moi, personnellement, j'ai rien contre. Mais j'irais fortement pas déléguer mon argent à des entités centralisées qui ont énormément de pouvoir, par exemple. Mais j'imagine qu'il y en a qui peuvent décider de faire ça. Mais bref. Donc, c'est ça. Mais, oui, mais disons que par moment, les choix des gens pour déléguer, parfois ça dépend des intérêts, de tout ça. Mais ils ne sont pas vraiment très rationnels dans leurs choix. Nous, Oui. localement, ici, on run un stake pool, ça fait un moment, et puis bon, c'est vraiment compliqué à faire. Et on n'a pas de délégués, on fait tout ce qu'on peut, mais bon, on ne trouve rien. Ouais. Il n'y a pas, d'incitatif monétaire à déléguer à un DREP. Outre que le DREP auquel vous déléguez vote dans le sens que vous voulez pour la gouvernance. Donc, si par exemple, vous voulez que le paramètre K augmente, j'imagine que vous allez déléguer à des gens qui sont pour l'augmentation du paramètre K. Donc, les incitatifs ne sont pas monétaires forcément. Puisque vous n'avez absolument rien à tirer à déléguer à un DREP. Il n'y a absolument aucune récompense à ça pour le moment. Outre que de vous permettre de retirer vos rewards de votre stake pool. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus retirer vos rewards à partir du Conway, not du Conway, mais du Chain Hard Fork. Donc, il sera important de déléguer à quelqu'un ou quelque chose. Mais sur ça, est-ce que je peux... Parce que qu'est-ce que Paul il a dit, c'est vraiment intéressant et important parce que c'est vraiment comme la plupart des SPO, c'est ça. OK, même si tu es impeccable dans le côté technologique, ça ne veut pas dire que quelqu'un va venir te soutenir dans le travail. Et dans cette règle-là, c'est vraiment, on voit beaucoup, c'est beaucoup marketing. Et je crois que ça c'est vraiment intéressant aussi parce que les premiers DREPs, définitivement, ils sont déjà SPO. Ils sont déjà leur community. Ils sont déjà un peu leur réseau et tout. C'est pour eux, c'est effectivement assez facile de mobiliser le voting délégatif par rapport à un DREP qui commence juste tout à fait nouveau. Dans cette règle-là, ce qui est magnifique à voir, c'est aussi en Polkadot, c'est vraiment intéressant. C'est plus pas vraiment exactement le même scénario. Donc, DREPs, souvent, ils sont aussi stake pool operators et eux, ils sont voting delegation actifs depuis 8 mois. C'est vraiment intéressant de regarder. Et un impact assez intéressant, c'est maintenant, tu es SPO et DREP et eux, ils sont chargés de 2 à 3 propositions par jour qui est soumis à gouvernance. Et c'est un full-time job. Absolument. Donc, de dire aussi ce qui est magnifique dans ce système de gouvernance, qu'est-ce qui est le plus important au cultive, les personnes énormément committées et full-time cadavre, en fait. Oui, tout à fait. Et un risque, c'est une bonne partie de cette DREPs. En ce moment, ils ont fait le premier test et tout. Il y a pas mal de DREPs qui ne sont pas envie de faire un deuxième tour. Ils ont fait un premier tour et tout, mais ça prend tellement du travail qu'ils n'ont pas vraiment envie de continuer. Donc, tu vois, ce problème de développer cette capacité, parce qu'au besoin, ça compte quelque chose qui est full-time. Cette proposition, pas un catalyste un peu, c'est une petite communauté. Oui, je comprends. Oui, je ne sais pas, je sais pas exactement si ça va être, si le workload, si je peux me permettre l'anglicisme, va être le même pour le côté des DREP de la gouvernance. Je sais que Catalyst, ça peut être très très lourd, mais on a quelque chose du côté de la gouvernance qui s'appelle un dépôt. Donc, lorsqu'on soumet une action de gouvernance, il y a un dépôt. Et fort probablement que ce dépôt-là sera 50 000 ADA. Donc,
porte à penser qu'il n'y en aura probablement pas autant que de propositions pour Catalyst. Donc, le travail de les lire et tout ça va être probablement moindre, mais tout de même très intéressant à ce niveau-là. J'ai hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça, de quoi ça va avoir de l'air. Mais on va avoir toutes sortes d'IREP et ce que j'aime bien, c'est que ça va être facile. On peut déjà tester, ces mécanismes-là avec des portefeuilles que tout le monde utilise comme Eternal, NewFi, Nami, Yoroi. Ils sont tous déjà disponibles pour utiliser ça. Donc, c'est vraiment monsieur tout le monde qui va pouvoir être un DREP. Donc, ils vont vraiment avoir une petite géopolitique. J'aime l'emploi de ce mot-là, mais une petite géopolitique à l'intérieur de notre écosystème. Puis, non, mais c'est vrai. Et il y a du monde qui vont sortir du lot. Et il va y avoir beaucoup de drames. Ça va être vraiment intéressant. En fait, une question par rapport à toi-même. Est-ce que tu as une estimation de combien de propositions vont être mises en place dans le premier, par exemple, Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, après CIP69, ce sera bref. C'est dur à dire parce que tout le monde peut soumettre une proposition. On n'a pas besoin d'être un SPO. Aucune idée. Absolument aucune idée. C'est impossible à prédire. C'est pour ça que de la manière que le bootstrapping phase est fait, il va y avoir des périodes avec un comité par intérim. Et on n'aura pas le choix, il va falloir quantifier ces métriques-là, puis prendre des décisions par rapport à ça pour les paramètres du protocole. Donc, on va être en mesure de les modifier très rapidement au début. Le comité constitutionnel va avoir énormément de pouvoir, va avoir un pouvoir total sur la totalité de la gouvernance, mais à partir des métriques qu'on va pouvoir percevoir, au moment où ça va être sur le mainnet, on va pouvoir aller chercher des meilleurs chiffres pour ces paramètres du protocole-là. Donc, par exemple, les thresholds, c'est sûr qu'il y a beaucoup de paramètres qui vont se modifier. Si on n'a pas assez d'actions de gouvernance, on va pouvoir descendre le dépôt pour les actions de gouvernance, par exemple. Donc, oui, c'est ça, ça va être bien intéressant. Je crois que j'ai fini pour les stake pool operators. Si vous voulez, je vais passer à autre chose. Il me reste 10 minutes. Ça se peut que j'aie besoin de recréer un autre événement. Mais c'est pas grave, j'enregistre, je couperai la partie où. Ouais. Est-ce que. Oui, tu as une question, Paul? Non, pas particulièrement. OK. Je sais. Ouais. OK, super. Oui, peut-être juste préciser, j'en ai pas parlé. Les stake pool operators peuvent voter sur certains paramètres qui sont essentiels pour les propriétés de sécurité du système. Donc, 3 des 4 groupes, il y a quelques paramètres parmi 3 de ces 4 groupes où les stake pool operators peuvent voter. J'ai fait des mini-lignes ici, là. Dans le groupe économique, le groupe de gouvernance et le groupe network, mais ce n'est pas tous les paramètres de chacun de ces groupes-là. Donc, ils ont un threshold spécifiquement pour ces paramètres-là de chaque groupe. Donc, dans certaines exceptions, on aura besoin de 3 entités de gouvernance qui devront franchir leur threshold pour réussir à ratifier un de ces paramètres-là que je parle. Ça peut être un peu mélangeant. Parce que les DREP ont 4 groupes d'actions de gouvernance et les SPO en ont un seul. Mais c'est un seul qui englobe 3 des 4 groupes des DREP. Donc voilà. D'autres questions? Est-ce que ça va, Paul? Ouais, ça va très bien. Ouais. Je vois toujours. Workshop session avec Mike sur Governance. Ah, mes infographies, tu veux dire? Mm-hmm. Oui, je sais pas ce qui s'est produit. Ça a commencé, c'est ça, j'ai lu le site, puis
je trouvais que le document était très grand et pas très ordonné au début, dans les premiers temps. Là, je parle de l'année passée, je me souviens plus, ça fait longtemps que Mais oui, là, j'avais commencé avec une petite infographie, puis ça a été très populaire, donc j'ai amélioré mes talents de designer. Et on est arrivé à aujourd'hui. Oui, et puis il n'y a pas que l'infographie et la gouvernance. Moi, personnellement, j'ai croisé les infographies de Mike pour la première fois. Euh, lorsque j'essayais un peu d'apprendre à utiliser Cardano CLI. Oh! Oui, ouais, Ouais, oui, oui, oui. Ah ouais? c'est- Je, ouais. je- je pensais, C'était je pensais que vraiment magnifique. personne. J'étais sûr que ces infographies-là avaient été perdues à quelque part sur mon Non, non, Je me non, suis dit, non, il n'y a non. jamais personne qui va regarder ça. Moi je l'ai vraiment, vraiment aimé. C'était cool. Et Je l'ai fait de la manière que j'aurais voulu lire parce que j'ai tellement eu de difficultés avec le CLI. Il a fallu d'aller voir sur un forum, une autre information ouais, sur telle autre page. Puis là, oh my God, c'était difficile. J'ai dit, je vais juste aggregate tout ça. Et oui. En et général, d'ailleurs, vraiment, tu fais un travail incroyable en simplifier le contexte, le topic qui sont très, très, très abstracts, super complexes, très difficiles, surtout pour les nouvelles personnes de comprendre. Et qu'est-ce que tu fais, vraiment, c'est un travail incroyable. Merci beaucoup, hein, Ben, vraiment. c'est Et gentil. être rassuré, pas mal de personnes utilisent. Qu'est-ce que tu fais? Mais je pensais pas tant que ça, là. Je veux dire, ouais, ben, je suis content. ouais. Je suis content. Et, et, moi, et moi, personnellement, j'étais très inquiet que vous ne soyez pas dans les groupes francophones et c'était pour moi un plaisir de vous voir là-bas. Ah, mais Parce je que savais j'aime même pas vraiment. qu'il existait. C'est tellement difficile pour moi. Je suis très actif sur Twitter. Très, 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 très. Mais bon, Ouais. c'est sûr que là, je suis pas un maniaque du marketing. Je devrais être sur Facebook, je devrais être sur Reddit. Euh, un peu, bon, vous savez, mais j'avais beaucoup de difficultés. Puis j'en ai encore aujourd'hui à trouver des francophones. Je veux pas les laisser de côté. C'est un petit peu, c'est ma langue natale, c'est mon foyer, c'est mes racines. Mais c'est ça, j'avais de la misère. J'en ai encore aujourd'hui, là. Je suis content d'avoir découvert ce groupe-là, là, et c'est principalement à cause de le pool Ada FR, si je me trompe pas, ou les gens de cette communauté-là initiale qui a créé ce groupe Telegram, je crois. Peut-être que je parle à travers mon chapeau. Mais non, oui, j'étais très content là, Ouais. de Et, voir votre. moi, personnellement, on dirait que j'aurais à vous solliciter parfois. Hein. Parce qu'en fait, nous, on a un vrai souci au niveau des communautés francophones. Par exemple, moi, je suis en Afrique, en République démocratique du Congo. Et Oh, oui, c'est hyper complexe déjà que, bon, les restes des francophones qui essaient un peu de parler Cardano, ils sont tous en Europe. oui. Et oui, à cause de leur charge et leur emploi du temps, parfois c'est compliqué. Vous voyez par exemple ce que vous nous expliquez ici. Bon, disons que pour participer, juste on se débrouille. On essaie de lire par-ci, par-là, et parfois vous ne trouvez personne avec qui interagir. Et Ok, je la vais. barrière, la barrière linguistique est tellement élevée que, bon, parfois il y a des bonnes choses que vous aimeriez faire, mais avec l'anglais, ce n'est pas toujours très pratique pour nous qui sommes purement francophones, quoi. Je comprends tout à fait. Je vais vous envoyer euh, un lien. Vous le prenez si vous voulez, sinon c'est pas grave. Si on avait ça, comme ça. Euh, Ça, c'est le Discord de mon pool. Sauf que ce qui est à comprendre, c'est que à l'intérieur de ce Discord-là, on est extrêmement, extrêmement, extrêmement actif côté gouvernance, SanchoNet, le CLI, tout ce qui est outillage de gouvernance, et il y a des channels et une section complète en français. Et je réponds toujours.
toujours à toutes les questions. Vous pouvez m'envoyer des DM. Si tu as des gens de ta communauté qui ont des questions, qui veulent se faire répondre en français, je vais leur répondre en français. Je suis encore tout à fait disponible. Non, c'est ça. Moi, je partage tout. Je cache rien. Donc, Merci, merci vraiment. oui, puis je vais donner des conférences aussi. À vrai dire, cette infographie-là servait qu'à ça. C'est en réalité, si je zoome out, là, vous voyez que c'est 8 slides de PowerPoint qui sert à des présentations. Donc, j'espère beaucoup pouvoir en donner davantage. Mais oui, non, s'il y a des questions là, où tu peux tout simplement m'écrire aussi directement, puis je vais répondre. Une question, une inquiétude sur la gouvernance, n'importe quoi. Ce que je fais aujourd'hui va probablement beaucoup aider aussi, là. Ou si vous avez besoin que j'explique d'autres graphiques comme ceux de la gouvernance, le long blanc, euh, que c'est beaucoup plus vulgarisé que ça, bien sûr, parce que là, on parle des paramètres du protocole, mais là, je m'écarte encore du sujet principal. Mais bref, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je vais vous aider et Voilà. Fin. OK. Le comité constitutionnel. Euh, Toujours sous le même principe, sauf que là, on peut vraiment parler de une personne, un vote. Ou une entité, un vote. Parce que un membre du comité constitutionnel peut être une organisation complète, avec un principe de multisignature. Ça s'est fait. Je l'ai testé, ça fonctionne à merveille. C'est fantastique. Donc voilà. On peut avoir des entités. Ce qui est important de comprendre, c'est que chacune des entités du comité constitutionnel représente un vote. Donc, ils ont, dans le cas présent, un voting power égal, peu importe le nombre. Donc, dans l'exemple qu'on a là, ça fonctionne de la même manière. Lorsqu'ils votent abstain, ils sortent de la calculation. Donc, une question que je me fais poser souvent, si sur les 8 membres, 7 membres votent abstain, alors oui, effectivement, le dernier va posséder 100% du voting power pour une action de gouvernance en particulier. Est-ce que ça pourrait faire des ravages? Probablement que oui, mais on a tout de même besoin de 2 entités de gouvernance. Et si cela se produit, je ne crois pas que la communauté va particulièrement aimer leur comité constitutionnel lorsqu'il agit de cette façon. Donc, probablement qu'il y aura des actions de gouvernance allant dans le sens de remplacer quelques-uns de ses membres. Quelques-uns de ses membres. J'ose espérer. Parce que si moi je vois ça, vous pouvez être certain que je vais voter oui en faveur d'un remplacement de quelques-uns de ses membres. Bon, voilà, ceci étant dit, le vote fonctionne de la même manière. Sauf que oui, je vais préciser encore une fois, ils sont supposés voter uniquement sur la constitutionnalité d'une action de gouvernance. Donc, si l'action de gouvernance respecte la Constitution, ils se doivent de voter oui. Et doivent, à mon avis, au mieux de leur vouloir, je peux dire ça comme ça, laisser la communauté décider de ce qui est à débattre. Eux, leur simple et unique rôle est de s'assurer que l'action est constitutionnelle par rapport à la Constitution. Le paramètre Committee Min Size. Il n'y a pas de maximum pour le nombre de membres du comité. Donc, vous pouvez avoir, si vous voudriez, vous pourriez avoir 100 membres du comité. Mais ce n'est pas l'idéal, mais c'est possible. Il n'y a pas de nombre maximum. Mais il y a un nombre minimum. Et il est défini par la valeur du paramètre Committee Min Size. Donc, qu'est-ce qui se produit lorsque le nombre de membres du comité constitutionnel va en dessous de la valeur de ce paramètre?
Donc, dans l'exemple que j'ai ici, je lui ai donné une valeur de 7, mais ça pourrait être n'importe quoi, probablement 3. J'ose imaginer que ça va probablement être 3 au début. Je ne suis pas certain. Mais dans l'exemple présent, j'ai donné une valeur de 7. Le nombre minimum de membres du comité de 7. Donc ici, on a un scénario où on a 8 membres qui votent oui, non et abstain. Et pour une raison quelconque, soit résiliation, soit ils se font remplacer par une action Update Committee, donc on peut enlever un membre, ou soit résiliation, Update Committee, Governance Action, ou ils ont terminé leur terme parce qu'ils ont une limite de terme. Donc, par exemple, un membre du comité qui se fait élire peut être élu pour 1 an. Et il y a un décompte. Donc, lorsque vous soumettez un membre du comité, vous devez aussi soumettre une expiration à ce membre. Ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an et demi. C'est un autre paramètre du protocole que je vais expliquer plus bas. Donc, si pour une de ces 3 raisons, le nombre de membres descend en dessous du nombre minimum de ce paramètre, alors le système va agir exactement comme si tous les membres présents votaient non. Donc, ce ne sera pas possible de faire passer aucune autre action de gouvernance qu'un Update Committee. Donc, le seul moyen de restaurer la situation sera, dans le cas présent, de réélire un autre membre du comité. Minimum. Ça peut être plus. On m'a demandé la question, est-ce qu'à la place, on peut juste changer le paramètre du protocole et descendre cette valeur-là? La réponse, c'est non. Parce que pour changer, pour soumettre une action de gouvernance, pour réussir à faire ratifier une action de gouvernance pour changer ce paramètre-là, on a besoin du vote oui du comité. Et dans le cas présent, le comité n'est pas en mesure de voter oui parce qu'il est en dessous de la valeur de ce paramètre. Donc, l'unique façon de régler ça, c'est d'avoir un minimum de 7 membres du comité. Donc, histoire courte, ça stalle la gouvernance complètement. Est-ce que ça va pour ça? Ouais, cool. Les actions de gouvernance ont une durée de vie qui est définie par Gov Action Lifetime. Donc, ça commence à partir du moment où l'action est soumise. Donc, je soumets l'action en époque N et dans la valeur actuelle que j'y ai donnée de 3, le décompte commence à partir de la limite d'époque. Les calculations se font toujours à partir de la limite d'époque. Donc, je soumets à époque N, limite d'époque se produit, donc le décompte commence. Donc, l'action de gouvernance, la durée de vie 3, ensuite, prochaine époque boundary, prochaine époque, la limite d'époque, excusez-moi, j'ai les anglicismes. On tombe à 2, ensuite à 1, et ensuite, il sera expiré. Sauf si, entre-temps, il est ratifié. Si il est ratifié avant son expiration, alors il sera promulgué la limite d'époque suivante. Excusez-moi, je perds la voix. Et le dépôt sera remboursé à la personne qui aura soumis l'action. Même chose pour l'expiration. Lorsqu'une action expire, la personne qui l'aura soumis ne perd pas son dépôt. Elle va le récupérer. Donc voilà, on m'a posé la question. Là, je dois mentionner que lorsqu'une action est ratifiée, il n'y a absolument rien qui peut l'empêcher d'être promulguée l'époque suivante. Donc la raison pourquoi il y a un délai ici,
c'est de manière extrême. Je pourrais y aller de manière extrême. Ah. Si par exemple, j'émets une action de gouvernance qui augmente les frais minimums de transaction à 1 million d'ADA et que, pour une raison obscure, qui est fortement improbable, elle se fait ratifier. Donc, elle entrera en considération, elle sera active officiellement l'époque suivante. Donc, à partir de l'époque, dans cet exemple-ci, N+3, les frais minimums seraient à 1 million d'ADA pour une transaction. Donc, moi, je viens de faire ratifier cette action-là ici, à la limite d'époque N+1. Et là, je réalise que ça n'a absolument aucun sens. Si jamais je fais ça, il n'y a plus jamais personne qui va être capable de faire des transactions. C'est complètement ridicule. Il faut changer ça absolument. Donc, je peux soumettre une action pendant l'époque N+2 et on peut la faire ratifier ici. Donc, ce qui va se produire, c'est qu'à la fin de l'époque N+2, l'action pour régler le problème sera ratifiée et durant l'époque N+3, les frais vont être de 1 million de dollars, 1 million d'ADA, excusez-moi, pour toute la durée de l'époque, jusqu'à ce que le changement en contrepartie soit promulgué à la fin de cette époque-là pour rétablir la situation. Donc, le délai d'une époque, c'est souvent pour réparer les choses, qui pourrait être très, très, très problématique. Donc, on fait ratifier quelque chose, on se rend compte que, ah oh non, c'est pas bon, ça va pas fonctionner. Donc, on a une époque de délai pour régler le trouble. Quoi d'autre? Oui, si jamais j'ai une action de gouvernance ici qui a été soumise à l'époque N et qui sera ratifiée à l'époque N+1 parce que les stake pool operators ont voté pour, les DREP ont voté pour et le comité constitutionnel a voté pour, par exemple, mais la communauté ne veut pas. La communauté est fâchée, est en colère. Leur DREP n'a pas voté dans le sens qu'ils voulaient. Ils sont corrompus, peu importe la raison. Si les délégants changent leur délégation avant la fin de l'époque N+1, cette nouvelle délégation-là sera considérée immédiatement à la limite d'époque. Donc, si moi, j'ai délégué 1 million d'ADA à un DREP qui a beaucoup plus de power et qui a voté oui pour une action que je ne voulais pas qu'il vote oui, je peux changer de délégation et à la limite de l'époque où ce que j'ai fait mon mouvement, ce sera automatiquement considéré et son nouveau pouvoir de vote à la baisse sera considéré à la limite d'époque et probablement que l'action de gouvernance ne passerait pas. J'y vais avec mes scénarios extrêmes, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, J'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un retire sa délégation d'un DREP, dira à l'époque N+1, oui, il lui fait perdre le pouvoir des votes. Mm-hmm. Et si c'est qu'il avait déjà, c'est pourquoi il avait déjà voté, était déjà ratifié. Parce que c'est à la fin de l'époque. La fin de l'époque coïncide avec la ratification, mais également la validation de son nouveau pouvoir de vote. Le nouveau pouvoir est calculé avant la ratification, mais se fait en même temps. Donc, s'il retire à l'époque N+1, il peut réussir effectivement à stopper la ratification de l'action. Ah, ça c'est parfait. Alors, dans ces cas-là, c'est plus intéressant. Oui. Parce que si la ratification passait avant la validation du nouveau pouvoir, on n'aurait pas vraiment un pouvoir sur les DREP. Exactement. C'est très bien dit. Donc, c'est une gouvernance qui est faite liquide. Donc, on peut enlever le pouvoir au DREP s'il ne vote pas dans le sens qu'on veut. Par contre,
il y a une différence. Pour les DREP, ça se fait immédiatement. Dans le sens que si je bouge ma délégation, à la limite d'époque, ce sera considéré. Mais pas pour les stake pool operators. À cause que le snapshot a 2 époques de délai. Des époques, oui, oui. Exact. Ça, c'est très clair. Dans le cas d'un stake pool operator, cela ne fonctionnerait pas dans un scénario similaire. Mais ça va arriver, ça va se produire. Il y a des stake pool operators qui vont voter pour des choses que leurs délégants ne voudront pas. Et probablement que, dépendant du niveau de colère ou d'insatisfaction, les gens vont bouger ou pas. C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais bref, c'est un délai de 2 époques. Et la même chose va pour un stake pool qui se retire. Un stake pool qui se retire lorsqu'il est retiré, son voting power ou le voting power qu'il représente dans son pool retiré sera considéré comme agissant comme un vote abstain que 2 époques après son retrait à cause des snapshots. Donc, il y a toujours 2 époques de délai dans le cas des stake pools. Mais dans le cas des DREP, ça se fait immédiatement à la fin de l'époque. Sur ce sujet, on a une vraiment bonne conversation sur le Builders Workshop à Toulouse, où Einstein et Thomasson organisaient un DREP Workshop juste après le Builders Fest. Une idée, c'était de dire, par exemple, avec le stake pool operator, pour une fois, on voit un delegative et il va déléguer ses ADA, et après, il oublie presque. Et il dit, bon, il laisse ça pour les amis. Et adapter ça pour le DREPs, une idée, c'était de dire, ok, peut-être il y a une genre obligation de redéléguer toujours à partir de certaines époques. Et de dire, à partir, si tu dis, ok, il n'y a rien qui passe, rien que tu valides ton délégation au DREP, ça va s'arriver à partir du moment, tout ça. Oui, il y a eu beaucoup de conversations là-dessus. Beaucoup. Il y en a qui ont proposé aussi, je crois que un DREP inactif, effectivement, après un certain nombre de temps, il perd sa délégation, ce qui est, à mon avis, une bonne idée. Mais je crois que c'est pas parfait, ce qu'on a en ce moment, mais c'est un système qui va se guérir de lui-même. Et pourquoi je dis ça? Parce que peu importe le nombre de ADA ou de voting power qu'un DREP peut avoir lorsqu'il est inactif, il n'est pas compté. Donc, il ne va pas aller gêner les votes oui de ceux qui sont restés actifs, puisqu'il sort de la calculation. Mais par contre, à trop grande échelle, ça peut venir à donner trop de pouvoir à trop peu de DREP. Oui, Paul? Oui, oui, ce dont venait de parler Félix est valide. Pour les stake pools, parfois, il y a des gens qui ont délégué sur des stake pools. Et bon, ils ne se soucient même plus de comment ça se passe. Donc, pour eux, l'inquiétude, c'était seulement de pouvoir récupérer entre 5% pour les délégations et puis c'est tout. Ils laissent et ça coule. Maintenant, est-ce que pour les DREP, parce que là, c'est de la gouvernance, au fait, on donne à quelqu'un le pouvoir de pouvoir changer les choses exactement par rapport à sa position. Est-ce qu'on ne pouvait pas peut-être instaurer un mécanisme qui permettrait à ce que, par exemple, après 5 ou 6 époques ou 10 époques, je ne sais pas trop, qu'on puisse annuler les pouvoirs de tous les DREP afin que les gens puissent redéléguer? Oui puis non. Il y a un paramètre du protocole pour ça spécifique. Et ça s'appelle DREP Activity. Que je vais expliquer bientôt. En réalité, un DREP qui ne vote pas ou qui ne fait rien va finir par tomber inactif. Et lorsqu'il est inactif, il ne reçoit pas son dépôt. Il est toujours présent dans le système, mais il est inactif, donc la totalité du voting power qu'il possède sort du système de calculation. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il n'influencera plus la gouvernance.
lui et le voting power qui reste à lui. Donc, même s'il y a ce qu'on appelle sticky stake, même s'il y a des gens qui ont délégué à quelqu'un et que ça reste là, ça ne va pas nuire au mécanisme de gouvernance puisqu'il tombe inactif. Par contre, ce que j'ai vu qui a beaucoup été proposé, et une des solutions que j'aime bien, c'est que lorsque tu délègues à un DREP et qu'il devient inactif, tu ne puisses plus retirer ta reward à nouveau jusqu'à ce que tu redélègues à un DREP qui est actif. Ça, c'est quelque chose qui a été proposé que moi, personnellement, j'aime bien. Parce que pour le moment, si tu ne délègues pas à un DREP, tu ne peux plus retirer ta reward. Donc, je crois que d'instaurer un mécanisme qui te fasse faire la même chose lorsque ton DREP est inactif t'obligerait à changer de DREP. Oui, salut, je suis en vidéo. Je remonte plus tard. Oui, donc voilà, c'est une des solutions qui a été proposée. Sinon, c'est sûr qu'il y en a plein, mais actuellement, dans le système de gouvernance, la seule chose qui puisse protéger le système contre ça, c'est le paramètre d'IREP activité. Je peux l'expliquer avant Committee Max Term Lane si vous voulez. Je vais l'expliquer en premier. Une question. Oui. Là c'est lorsqu'on parle de DREP activity. Mais qu'en est-il? Ce dont j'ai parlé, c'était les cas des gens qui délèguent leur pouvoir au DREP. Et cela existe pour les stake pools operators. Les délégants sur les stake pools, il y en a de ceux qui délèguent et ils laissent leur EDA. Est-ce qu'à un moment donné, on est obligé, est-ce que tous les pouvoirs de DREP, on ne peut pas les réinitialiser, comme les réinitialiser, quoi, en fait que chacun puisse encore redéléguer pour éviter, par exemple, de se retrouver avec des gens qui, bon, comme vous venez de le dire, les gens qui ont délégué et qui ont oublié, et peut-être même leur DREP est devenu inactif, mais ils ne le savent pas, en fait. Parce qu'en fait, ça ne les affecte pas. Pour répondre à ta question, je dirais que les gens qui font ça, c'est souvent des gens qui vont investir, qui vont bouger leur stake, donc déléguer à des DREP, et après ça, ils vont oublier leur portefeuille pendant 1 an, 2 ans, parce qu'ils ont décidé d'investir à long terme. Donc, même s'ils se font enlever leur délégation, puis se la faire mettre officiellement inactif, et je ne crois pas qu'ils vont redéléguer automatiquement, puisque c'est comme un sticky stake. On a du ADA qui est délégué à des pools qui sont retirés depuis très 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 longtemps. On peut donner comme exemple Jack Frigg, qui lui, pendant pratiquement 1 an, a eu 4 millions délégués à son pool qui était retiré depuis très longtemps. Donc, de faire ça, je ne crois pas forcément personnellement que ça réglerait le problème. Et le résultat serait le même que si le DREP est inactif. Parce qu'un DREP inactif, son vote n'est pas considéré dans le système, et quelqu'un qui n'a pas délégué son ADA, ou qui s'est fait, exemple, dans l'exemple que vous donnez, enlevé de son DREP, ne serait pas plus considéré dans le calcul tant qu'il ne redélèguerait pas. Mais à moins de donner une conséquence claire à la personne qui ne redélègue pas, mais encore là, c'est à double tranchant. Parce que si moi, exemple, je suis un investisseur à long terme, que j'achète du ADA, je le stack à un stake pool et je me dis, je vais oublier mon portefeuille, ça se peut, il y en a qui sont comme ça. Et ils reviennent finalement pour aller voir leur portefeuille et réalisent qu'ils ont eu conséquence A, conséquence B, conséquence C. Moi, je crois que personnellement, ce qui serait bien, c'est de les tasser de la gouvernance sans pour autant leur donner de trop fortes conséquences. Du moment qu'on a un nombre considérable de gens qui délèguent, moi, j'ai pas de problème. Puis on avait fait des calculs, je crois qu'autour de 6%, 6% de la totalité du ADA en circulation serait probablement autour de 2 quelques milliards.
Je crois que ce serait assez optimiste d'avoir ça, ou un chiffre en haut de ça, comme voting power actif. J'aimerais bien. Mais il y a plusieurs autres métriques qui inquiètent des gens. Là, c'est sûr, là, on va parler du fait qu'il n'y a pas de saturation comme les stake pools pour les DREP. Donc, si vous voulez déléguer 2 milliards d'ADA en voting power à un seul DREP, vous pouvez. C'est possible de le faire. Et pourquoi il n'y a pas là, c'est sûr que je vais être l'avocat du diable parce que je joue dans le code un petit peu. Pourquoi il n'y a pas alors pourquoi on n'a pas de seuil, pourquoi on n'a pas de saturation? Parce que c'est un jeu d'enfant de se partir un autre DREP. Si vous me donnez un plafond, en un claquement de doigts, je démarre un deuxième DREP. Donc là, on va se ramasser avec la situation multipool, sauf que là, ça va être une situation multi-DREP, mais ça va être beaucoup plus facile que de partir un pool. Parce qu'un pool, il faut fournir un pledge, il faut fournir beaucoup de choses, tandis qu'un DREP, j'ai un DREP. Je n'ai pas de pledge à fournir, je n'ai rien d'autre qu'un dépôt. Et vous pouvez déléguer à moi si vous saturez les DREP. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de saturation pour les DREP. Est-ce que j'explique le DREP activity rapidement? C'est un petit peu ce que je viens de faire en réalité. Dans le scénario suivant, on a un DREP qui est expiré depuis l'époque 281. Donc, son vote ne vaut rien. Pour l'instant. Ben, à vrai dire, pas son vote ne vaut rien. Je vais rephraser ça. La totalité de son voting power est abstain. Il n'est pas considéré. Et là, on voit qu'à l'époque 287, il décide de voter. Donc, il redevient automatiquement actif. Pour le nombre de temps de la valeur de DREP activity. Dans le cas présent, j'y ai donné une valeur de 10. Donc, c'est le numéro d'époque où ce qu'il a voté, plus la valeur de DREP activity est égale à sa nouvelle expiration, qui est une métrique qui s'appelle expiry. Et toutes ces métriques-là sont visibles en chaîne. Si vous faites ce qu'on appelle un query du DREP, vous pouvez voir son expiration. Et vous pouvez en même temps calculer s'il est actif ou non, ou suffisamment actif pour vous ou pas. Un DREP inactif ne se fera pas redonner son dépôt et son enregistrement en tant que DREP ne sera pas annulé. Et tout le voting power qu'il a de délégué à lui sera exactement comme un stake pool retiré. Il va tomber dans le néant. Le seul moyen pour un DREP qui veut se retirer de le faire sera de tout simplement se désenregistrer comme DREP. Et les délégants qui ont délégué à ce DREP vont quand même avoir leur ADA dans le néant. C'est la triste réalité. Donc voilà. J'aime pas être porteur de mauvaises nouvelles, mais pour l'instant, c'est comme ça. OK, donc, Committee Max Term Length. Ça, c'est le nombre de temps qu'un membre du comité constitutionnel peut rester au pouvoir. Et comment ça se calcule? Lorsqu'on soumet une action de gouvernance Update Committee, ce qu'on peut faire, si moi, par exemple, je veux donner le maximum que je puisse donner à un DREP, pas à un DREP, mais à un membre du comité constitutionnel, je peux, dans mon calcul, je ne sais pas si on le voit bien, je peux prendre le numéro de l'époque où où je compte faire ma proposition. Donc, si on est à l'époque 275, je suis sur le point de soumettre une action de gouvernance Update Committee. Et je veux soumettre la clé de Félix, la call key de Félix, et je veux qu'il soit un membre du comité constitutionnel. Alors, je dois déterminer une expiration pour Félix. Qui sera? Moi, je veux que ce soit le maximum. Ça peut être moins, mais j'aimerais ça
avoir le maximum. Donc, je peux ajouter à la valeur de comité max term length, je peux ajouter la valeur de la durée de vie de l'action de gouvernance. Ce qui, dans le cas présent, donnera 368. Donc, 275 qui est le numéro d'époque où je le soumets, plus le nombre d'époques de la durée de vie de l'action de gouvernance, plus la valeur de comité max term length. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que le ledger ne peut pas déterminer exactement quand l'action de gouvernance va être ratifiée. Si moi je soumets une action de gouvernance, elle a une durée de vie de 20 époques. Elle peut être ratifiée immédiatement, elle peut être ratifiée dans 2 époques, elle peut être ratifiée dans 5 époques, ou elle peut ne jamais être ratifiée. Le ledger ne le sait pas à l'avance. Donc, pour que l'action soit valide avec le chiffre, le nombre d'époques d'expiration que vous voulez attribuer à votre membre du comité que vous soumettez, vous pouvez additionner ces deux chiffres-là. Ouais. Ça peut être un peu mélangeant, je vais vous avouer, mais c'est une possibilité. Est-ce que c'est un petit peu trop... peut-être un petit peu trop technique, je ne sais pas. Dans le doute, vous pouvez toujours utiliser la valeur du maximum. C'est clair, je pense. OK. Moi, j'aime bien parce que la valeur du maximum étant 73, c'est l'équivalent d'un an. Si on calcule x 5, ça va donner 365 jours. Mais j'imagine qu'il va y avoir de la politique. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'un membre du comité ne peut plus jamais être membre du comité. Ce que ça veut simplement dire, c'est qu'à la fin de cette année, il devra faire de la politique pour essayer de se faire réélire. Parce qu'il ne peut pas s'auto-réélire, puisque c'est les stake pool operators et les D-Rep qui peuvent voter sur cette action-là. Donc, il va probablement avoir un délai de 20 époques, c'est autour de 3 mois. Donc, il va avoir un délai de 3 mois pour faire de la politique, essayer de engagement farming. Votez pour moi, je vais essayer de... J'ai été bon cette année, j'ai été bon avec la communauté, je suis un bon membre du... Bref, c'est ça. Ouais, ça sera vraiment une partie amusante. Je peux tout de suite vous dire qu'il y en a qui sont extrêmement ambitieux dans la communauté et on va en avoir des gens comme ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais moi, j'aime ça. Moi, ça m'intéresse. Il y en a qui se chicanent, mais quand le débat est constructif, moi, j'adore. J'adore vraiment. Et j'aime participer du moment que ça reste constructif. Si les gens commencent à être comme colériques et violents, je vais en dire verbalement, mais textuellement, je me déconnecte en général. Ah oui. Bon, heureusement qu'on a quand même cette chance-là dans la communauté Cardano, où les gens sont quand même un peu plus flexibles. Et oui. Ils écoutent quand même. C'est oui. aussi peut-être un avantage. Bon, on verra. On verra lorsqu'ils vont devenir politiciens, s'ils vont garder le même statut. Ça va être le fun. Il y en a qui ont peur, il y en a qui pensent vraiment que ça va être le chaos. Moi, je crois que ça va être le chaos, mais ça va être un chaos le fun. Avec memes. Oui. oui. Il va y avoir de l'action. Ça va être vraiment plaisant. Les dépôts. Je vais faire un survol rapide, mais dans le fond, je vais tout simplement expliquer ce qui est déjà écrit. Un dépôt pour être D-Rep, c'est pour exactement la même raison pour laquelle il y a un dépôt pour les stake keys et pratiquement tout, là, incluant les stake pool operators qui ont un dépôt de 500 ADA. C'est pour éviter les Sybil attaques. C'est pour éviter que quelqu'un comme moi sur SanchoNet flood la blockchain avec des trillions de millions d'identifiants D-Rep pour absolument rien. Ce qui pèse sur la blockchain, pareil, ça va peser un poids sur le ledger, puisque la ledger prend en considération votre enregistrement en tant que D-Rep, puis il va fournir des informations qui est disponible on-chain, il va aussi créer des calculations
par rapport à ça à la limite d'époque lorsque vous votez pour une action ou pour un autre. Donc, c'est important d'avoir un dépôt pour éviter que quelqu'un de malfaisant puisse spammer la blockchain avec des identifiants d'IREP. Les dépôts pour les actions de gouvernance, c'est pratiquement similaire, mais c'est pas dommageable de le spammer. C'est juste que ça part du principe qu'il n'y a personne qui va auditer 7000 actions de gouvernance. C'est littéralement impossible. Et nous, dans notre attaque du SanchoNet, on en a soumis 8800, je crois, de mémoire. Personne ne va toutes les lire. Personne. Fait que ce qui va se produire par rapport à ça est un peu similaire à un DDoS attaque dans le fait que les gens qui vont devoir auditer chacune de ces actions de gouvernance-là vont probablement pas lire les bonnes actions autant que les mauvaises, puisqu'il y en a trop. Donc, c'est important de créer un dépôt qui va limiter les chances que ça se produise pour limiter un peu le flot d'actions de gouvernance. Mais si le prix est trop élevé, ce qui pourrait être le cas, on peut. Il y a déjà des gens qui sont en train de travailler là-dessus, des systèmes de crowdfunding par smart contract, où les gens vont pouvoir ensemble rassembler leur argent dans le smart contract pour pouvoir soumettre une action de gouvernance, où le smart contract va voter en faveur de cette action de gouvernance-là. Donc un peu une soumission d'action de gouvernance communautaire. Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour. On a fait le tour de tous les paramètres de protocole de gouvernance. Premier fois en français, c'était magnifique. Ouais, impeccable. Merci. Merci, Je commence à manquer de voix. J'aurais dû. Je vais me prendre un verre d'eau la prochaine fois. J'ai toussé beaucoup. Ouais. Et je vais vous laisser. Ma conjointe s'est réveillée. Je crois qu'elle elle requiert mon aide. Donc, je vais stopper la vidéo. Merci. Merci.